On se retrouve pour un nouvel épisode de La Brèche. La Brèche, vous connaissez, on a des invités habituels, Position Revue par exemple, Dr Zoé, mais aussi d'autres. Et on a un invité spécial. Aujourd'hui, c'est Thiam Yoldash de la Jeune Garde, qu'on avait déjà reçu sur la chaîne. On va débriefer un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est-à-dire le second tour des législatives, le NFP qui arrive comme par miracle premier, alors qu'on nous l'annonçait plutôt deux ou troisième. Et puis, on va parler aussi des Roussel Leaks. Si vous n'avez pas suivi, allez voir ma dernière capsule là-dessus, c'est-à-dire des enregistrements de Fabien Roussel qui montrent que le jeudi avant le second tour de l'élection législative, Roussel avait imaginé déjà pouvoir potentiellement trahir, c'est-à-dire s'allier avec Darmanin et Véran sans les insoumis. Donc on va parler un petit peu de tout ça, et puis on va parler évidemment d'antifascisme, étant donné que Thiam Yoldash est un des dirigeants, un des représentants de la Jeune Garde, notamment que maintenant que Raphaël Larnaud est député à l'Assemblée, on peut s'imaginer que lui gérera encore plus, on va dire, le côté Jeune Garde en pratique, et puis que Raphaël, lui, aura tout ce que doit faire un député, voter des lois et tout ça. Enfin bref, on va en parler. On accueille donc pour l'instant Position Revue et Thiam Yoldash, et il y a Zoé qui va arriver dans la soirée, mais elle est toujours pas sortie du taf. Comment ça va ? Bien, et toi ? Ça va bien, ça va bien. On va commencer par quoi ? On commence par l'actualité chaude, les Roussel Leaks, comme ça après on parlera plus des législatives et tout ça. En plus, tu as prévu, je crois, des diapos positions pour un peu analyser tout ce qui se passe, les recompositions de la gauche, de la droite et de tout ça. On en parlait juste avant de commencer. Tu disais un truc assez vrai, je pense, Thiam, c'est que tu parlais du fait qu'il y a des enjeux des fois un peu bureaucratiques dans les appareils de parti et que ça pourrait expliquer des fois qu'il y en a qui veulent trahir, alors même que nous on a plein de camarades du PCF, que c'est des gens qui sont souvent assez radicaux. Tu peux nous redire tout ça, nous reparler de tout ça, parce que c'est vrai que je pense que tu as plutôt raison là-dessus. Ouais, en vrai, nous, tu sais, à la Jeune Garde, on œuvre pour l'unité, et même lorsque Fabien Roussel il a attaqué Raphaël Arnaud durant la campagne, nous, le mot d'ordre il était clair, on voulait pas rentrer dans une guéguerre avec lui, ça nous intéresse pas vraiment. Et justement, nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a rappelé, en fait, malgré le fait que lui, il était choqué de notre candidature, que il a demandé aux dirigeants insoumis de retirer Raphaël. On a rappelé qu'en fait, sur le terrain, la Jeune Garde et les JC, le PCF, on travaille ensemble, on s'est retrouvés sur des luttes communes, que ce soit dans des grèves, que ce soit dans des questions plus locales sur la fermeture d'un local fasciste. Je veux dire, les militants communistes, on les connaît sur le terrain et eux nous connaissent et on se respecte parce que en fait, on lutte dans la même direction. Et effectivement, moi, ce que je disais, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que certains dirigeants politiques, certains appareils, en fait, dans ces moments-là, ils oublient l'intérêt général et en fait, ils pensent plus à leur chapelle ou à leurs intérêts personnels. Et ça, en réalité, c'est quand même le problème de la Ve République et de la démocratie représentative, c'est qu'au final, parfois, les idées, on les oublie. On oublie pourquoi on se bat. On oublie que, en fait, lorsqu'on est communiste, on se bat d'abord pour la dignité et pour l'égalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose que certains dirigeants politiques ne doivent pas l'oublier, la dignité. Et franchement, lancer un militant antifasciste en pâture, accepter le récit dominant, le récit bourgeois, le récit comme quoi on serait des violents, etc. À un moment donné, la fiche S de Raphaël, s'il a été fiché S, comme on l'a vu, comme c'est sorti aujourd'hui, comme on l'a vu parce que c'est un militant antifasciste et qui fait reculer l'extrême droite sur le terrain. En fait, comme le disait Maurice Thorez, c'est un titre d'honneur et de gloire pour nous. Clairement. Ouais. T'as des positions, j'allais dire, t'as des choses à dire par rapport à sa position. Je pense que tu peux baisser juste un tout petit peu ton micro, tu satures position. Quelqu'un m'a dit de le mettre plus fort, mais je balance pas. Ouais. Non, mais complètement d'accord. Enfin, moi, j'étais complètement choqué de l'attitude de Roussel vis-à-vis de Raphaël Arnaud, c'est-à-dire de le dire vraiment par opportunisme, comme tu dis, Thiam, pour garder sa ligne de respectabilité et donc garder à la fin des places, hein, parce que en fait, il n'y a rien à conquérir à faire ça. Il y a juste essayer de bien se faire voir de la bourgeoisie qui donne les bons et les mauvais points. En plus cette bourgeoisie qui s'est totalement trompée
on le verra après sur l'ambiance et le climat social dans ce pays, c'est-à-dire qui confond ses attentes, c'est-à-dire de voir le fascisme ou l'extrême droite, peu importe comment on le voit, mais au pouvoir avec ce que le pays attend réellement. Effectivement, on le verra tout à l'heure, il y a une énorme base de gens qui adhèrent à ce pacte raciste, mais en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'y opposent. Et voilà, et jouer de se faire respecter justement par BFM ou par X ou Y en balançant des camarades comme ça en pâture, bah, ça donne une idée de qui est la personne et de quelles sont ses priorités. Voilà. Ouais, et puis je pense que Thiam avait raison de parler un peu des militants, c'est-à-dire que moi, j'ai quasiment, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est peut-être plus sur Internet que tu vois des militants PCF complètement roussellistes et tout, qui vont le suivre jusqu'à la mort et tout, sur des lignes totalement opportunistes. De trahison, moi je trouve, des communistes, parce que la plupart des camarades que j'ai, moi, du PCF, ils sont plutôt solides, voire plutôt sur la gauche de la France insoumise, alors que quand tu prends la direction du PCF, elle est sur sa droite. C'est ça qui est quand même très étonnant, d'ailleurs, et peut-être que ça a un rapport avec la forme un peu sclérosée de leur appareil actuel. Non, je vais te dire un truc, et ça c'est un vrai sujet dont on parle quand il y a tous ces débats là, et on va en entendre parler plein de fois sur la soi-disant démocratie interne. Il faudrait et que par exemple tu as des gens qui sont pas très, on va dire, pas très fins dans leur logique en défendant bêtement l'AFI en disant l'AFI, justement, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent dans le parti droitiser l'appareil par le bas. Mais en vrai, ça n'existe jamais. La démocratie interne, moi, je la critique et je trouve que c'est souvent n'importe quoi parce que c'est des batailles entre bureaucrates. Mais un appareil n'est jamais droitisé par entrisme par le bas. Le peuple, qui est justement lui au contact des réalités matérielles, comme tu l'as bien dit, Tchem, qui est au contact de la lutte, comme vous, contre les fascistes, qui est directement dans le monde du travail, etc. Lui, de fait, il est toujours plus à gauche que ces bureaucrates institutionnalisés et notabilisés justement par des places. En fait, un appareil, il se droitise toujours par, comme dirait le président Mao, l'appareil toujours par la tête. Il se droitise toujours par la tête et par justement des gens qui veulent conserver leur place, comme tu l'as dit, Tchem, etc. Parce que la démocratie aujourd'hui en bourgeoise et la 5e République fait que la politique est un métier, donc de boutiquier, et donc les gens qui ont fait ce métier-là, ils sont comme n'importe quel travailleur, ils veulent garder leur métier, garder leurs revenus, etc. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, oui, dans n'importe quel appareil, ça n'existe pas, je le dis, coucou Bad Mulch, hein, ça n'existe pas un appareil qui va se faire droitiser par sa massification. Au contraire, il va toujours se faire gauchiser. La droitisation ne vient que justement des bureaucrates qui sont justement installés et notabilisés dans des postes de parlementaires, de ministres, de ce que tu veux. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que ça explique aussi justement pourquoi il y a cette dissymétrie entre ce qu'on vit sur le terrain avec des camarades du PCF et ce qu'on voit à la télé. D'ailleurs, on l'a un peu vu, je trouve, avec la séquence des dites purges à la FI. C'est-à-dire qu'on a vu des gens s'attacher à leur poste comme des huîtres un peu à leur rocher, quoi. Alors qu'en réalité, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que, pour moi, c'était un militant politique que t'es là, je veux dire, t'es Raquel Garrido, tu te dis, bon, il y a Ali Djouara, il représente quelqu'un qui est une force un petit peu dynamique en Seine-Saint-Denis. Pourquoi pas, elle a fait, je sais pas, quelques années de mandat, pourquoi pas Ali Djouara après elle, pourquoi pas quelqu'un d'autre après Ali Djouara, et c'est pareil, je pense, pour Raphaël, tu vois, il est là. Moi, je pense pas que, je sais pas s'il tient à rester 40 ans à l'Assemblée, tu vois, mais en tout cas, là, il va porter un message, ça va apporter de la dynamique. Si ça se trouve, dans 5-10 ans, ce qu'il aura apporté, ce sera déjà là,
là et il sera plus intéressant autre part et quelqu'un d'autre viendra. Et la bureaucratisation, le fait de s'attacher comme ça, en plus à des jobs où tu gagnes 7K par mois, où tu t'habitues à parler dans les médias et tout, en fait tu t'habitues un peu à surestimer aussi la valeur de ta personne par rapport à ton militantisme, je pense. Et ça, c'était important je pense que c'est pour ça que c'était important d'arriver à essayer d'ouvrir un petit peu tout ça au monde militant, mais ce qui n'a au final pas été trop fait en fait, à part Raphaël, Ali Diouara, si il y a comment il s'appelle, Sébastien Cernon, c'est ça, non, le cheminot là de la France Insoumise qui a été élu. Malheureusement, en vrai, il y a eu quand même du côté de la France Insoumise, il y a quand même eu des investitures qui étaient intéressantes. Oui, mais elles sont pas forcément passées. Malheureusement, elles sont pas passées, quoi. Je pense à Amal Bentoussi, Philippe Poutou, genre de candidature. Même Rachel Piquet, elle a perdu, quoi. Même Rachel Piquet, quoi. Ah ouais, ça fait. Alors je sais pas si t'as vu les. Ça, bah du coup on va en parler comme t'es là aussi de la montée du fascisme, du racisme et tout, mais t'as vu les propos dégueulasses de certains sur Rachel Keke en mode c'est bien, elle va retourner faire le ménage et tout, elle va pouvoir apprendre le français, ou je sais pas si t'as vu, mais il y a des mecs qui se lâchent, ils se sentent plus, hein. Ouais, mais en vrai, ce climat-là, il était depuis les européennes, depuis l'annonce de la dissolution, ce climat-là, il faisait que monter. Quand tu sortais dehors, tu sentais que il y avait des gens, ils assumaient d'être des connards et des racistes, tu vois. Et là, depuis la victoire du nouveau Front Populaire, tu sens que la tension elle est redescendue. Ils sont retournés à leur place. Ils expriment moins facilement leurs idées racistes. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Rachel Keke, c'est quelqu'un qui a toujours été visé, mais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une travailleuse, une personne noire. Et effectivement, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui acceptent pas d'être représentés par des gens en fait qui se lèvent à 5 heures du matin pour faire le ménage, pour travailler, pour produire. Et heureusement en fait qu'il y a quand même au moins à la FI des représentations des milieux populaires et du mouvement social. Ouais, mais je sais pas si t'as vu tout ce qu'elle prend dans la gueule, enfin j'imagine, mais t'as des types qui sont là en mode ouais, elle va trouver du boulot avec Strauss-Kahn et tout, enfin t'as des gens qui rigolent, d'espèces de viols racistes, enfin c'est complètement délirant. Mais c'est vrai que là, peut-être que la parole va un petit peu être moins débridée, parce qu'ils ont compris que la France était à nous, pas à eux. Ouais, mais j'ai pas trop, ça fait plaisir. J'ai pas trop suivi, enfin j'ai pas tout vu sur les réseaux sociaux, notamment ce qu'a subi Rachel Keke. Moi j'ai pas été très très attentif, mais en vrai c'est un climat qui était global. Je veux dire, cette violence-là, elle était globale. Et c'est vrai que des personnes qui représentent vraiment ce que l'extrême droite déteste, c'est-à-dire Rachel Keke, une travailleuse noire, syndicaliste, qui a obtenu des victoires syndicales, qui est une militante de terrain, ça m'étonne pas du tout qu'elle soit en première ligne, l'une de leurs premières cibles. Parce qu'en réalité, demain, tu vois, s'ils arrivent au pouvoir, si l'extrême droite arrive au pouvoir, effectivement, elle va s'attaquer aux militants politiques, mais les premières personnes qui vont viser, c'est des personnes comme Rachel Keke. C'est-à-dire les personnes du quotidien qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Et effectivement, ça fait mal au cœur de voir que malheureusement, ça fait une ouvrière en moins, ça fait une personne des quartiers populaires en moins, une personne noire en moins à l'Assemblée nationale. Parce qu'en vrai, j'ai regardé les photos de famille là ce matin de l'Assemblée nationale, et c'est vrai que c'est très blanc et que effectivement les quartiers populaires ils sont pas représentés. Ouais, c'est Rokhaya Diallo qui a dit ça, je sais pas si t'avais entendu. Ouais, Charles Consigny qui était complètement zinzin à dire que c'était du racisme anti-blanc, alors que on fait simplement le constat qu'en fait l'Assemblée nationale n'est pas à l'image de la France. Ouais, ce que j'adore, c'est qu'ils disent oui, si on disait l'inverse, ça vous choquerait pas si on disait. Si, en fait. Si, oui, si il y avait pas de blancs à l'Assemblée, alors qu'il y a des blancs à l'Assemblée, alors qu'il y a des blancs dans ce pays, bien sûr. Oui, mais ça n'a pas de sens, parce qu'il y a un système de domination, il n'y aura jamais pas assez de blancs à l'Assemblée, tu vois. Et puis on peut dire l'inverse, tu sais, on peut dire il y a pas assez de blancs dans les femmes de ménage, il y a pas assez de blancs dans les aides à la personne et tout, tu vois. Bah oui, parce que c'est des métiers qui sont racisés. Moi je vais le dire, bah oui, comment ça se fait qu'il n'y a pas de blancs dans ces métiers-là? Bah, parce qu'il y a une racialisation de la lutte des classes, tu vois. Donc, ouais, le racisme, il aura disparu quand parce qu'il y a 80, je sais pas, enfin, j'en sais rien, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais quand il y aura proportionnellement autant de blancs français
gaulois, comme on veut, qui feront le ménage ou qui feront assistante maternelle ou etc. que d'étrangers. Ça, et aussi ça gêne personne, tu vois. La surreprésentation des gens non blancs dans des métiers subalternes. Ça c'est le pacte raciste normal. Ouais, et aussi surtout que les personnes non blanches soient plus représentées dans les institutions, etc. Parce que là, effectivement, en vrai, les quartiers populaires, ils sont mobilisés à fond. Et là, et lorsque tu vois certaines photos de famille de partis politiques, effectivement, il y a une déception. Il y a une déception. On voit qu'en fait, comme je l'ai dit au début, en fait, ça revient que parfois on oublie un petit peu nos idées et qu'on place d'abord les personnes qui sont là depuis longtemps et que on a du mal à s'ouvrir aux militants de terrain, aux militants des quartiers populaires, aux militants du mouvement social et ça c'est dommage. Et tu vois, on dit, enfin, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, ça se trouve c'est une take désastreuse, mais on limite le nombre de mandats d'un président à 2. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas pareil avec des députés, tu vois? Ça, il y aurait peut-être moins de bureaucratisation du truc. Après, vous allez me dire, ouais, ça empêche d'avoir, parce que c'est vrai que l'opposition, des fois, elle a besoin d'avoir des figures sur lesquelles on s'attache. Donc c'est vrai que c'est pas si évident, Non, mais voir 40 ans quelqu'un et qui considère que son siège, il est très très important et qu'en fait, tu vois, que je sais pas, que Daniel Simonet peut pas être remplacé par Verzelletti, tu vois, parce que ce serait très grave. Je trouve ça un peu con. Enfin. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est des batailles. C'est ce qu'il a dit Chen tout à l'heure, c'est que à la fin, ça va être, peu importe s'ils sont remplacés. C'est-à-dire qu'il y a des structures dans le pays qui font que, de toute façon, même s'ils sont remplacés, alors là, on voit qu'il y a des ouvertures, etc., mais ils seront souvent remplacés par d'autres apparatchiks ou par d'autres personnes qui vont être professionnelles de la politique. Ce qu'il faudrait penser, c'est justement une forme où tu puisses, où des gens qui sont dans le monde du travail puissent faire 1-2 mandats. Par exemple, tu crées une caisse de cotisation patronale pris sur les patrons, comme pour les congés maladie, comme pour la retraite, où tu dis, bah, par exemple, toi tu cotises dans ton travail, dans cette caisse de participation, je sais pas, à la politique, etc. Et tu as le droit à faire 2 mandats, et pendant ce temps-là, cette caisse maintient ton salaire, le fait évoluer avec, je sais pas, des trucs normaux, des points d'indice, etc. Et après, tu retrouves ton taf. Et dans ce cas-là, ça permettrait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de professionnels de la politique, qu'il n'y ait pas non plus, que ce qui permettrait aussi, tu vois, d'avoir des cadres des gens qui soient pas simplement, voilà, des professionnels, qui permettrait aussi, justement, d'avoir des ponts avec la vie, avec le monde du travail. C'est compliqué, justement. C'est compliqué, par exemple, pour quelqu'un de se dire, vous voyez, par exemple, on s'est foutu de la gueule des gens du RN, etc. Mais même à gauche, il y a des gens qui sont bons et qu'on aimerait voir députés, et ils y vont pas parce que les mecs, ils disent, mais si je suis pas élu, je vais faire une campagne, et après, je vais retourner à mon boulot. Comment mon patron il va voir que je suis un gauchiste, etc. Tu vois? Et ben ça, c'est aussi justement parce que il y a pas de porosité entre le monde de la production matérielle et le monde politique. Il y a une fracture. Et ça, c'est une matérialité qu'il faut casser parce que les travailleurs seront toujours exclus de par leur quotidien, de par leur rapport au réel de ce monde-là de la politique. Ou alors, très rarement, on pourra se féliciter qu'il y a des Rachel Keke, tu vois. Mais en fait, il y en aura assez peu. Ouais. Et puis, moi, je trouve que ça crée ça crée des gens, des fois, qui sont pas très bons. C'est-à-dire que quand je te parle, Chem, ou quand on parlait à Raphaël, on voit que c'est des militants de terrain, que vous avez toutes les datas et que vous êtes meilleurs que nous sur l'antifascisme. Je pense que si on parle à Amal Bentoutsi, en violence policière, elle connaît tout, tu vois. Alors que quand tu parles à un vieux ponte du PS et tout, qui a son cul sur une chaise depuis 40 balais, le mec, en fait, il connaît rien à rien. Il s'est juste bouffé au bon endroit, au bon moment pour un peu se placer, quoi. Et je pense que ça crée pas une émulation aussi autre que d'avoir des relations, quoi. Et le problème, c'est que c'est pas ça la politique, c'est pas juste avoir des relations, c'est aussi savoir
savoir quoi faire. Tu sais, Raphaël, quand il était à la télé, là, et qu'il disait ouais, mais ça, les attentats, machin, cette personne, elle a fait ça, t'as l'impression que les gens, ils découvraient, tu vois. Enfin, et je pense qu'ils découvrent vraiment, mais c'est parce qu'ils ont pas les datas, et parce que, à part 2-3 députés qui font le boulot, comme je me souviens, Alma Dufour, elle avait fait ça bien, par exemple, il y en a pas beaucoup qui vont leur dire, parce qu'il y en a pas beaucoup qui savent, en fait. Et ça, c'est encore une fois une problématique de va-et-vient entre le monde civil, le terrain, et puis la représentation politique, quoi. Et c'est aussi pour ça que nous, justement, on trouvait pertinent d'y aller. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit bien sur le terrain médiatique déjà. Bolloré, il prend une place de fou. Le mec, il achète média sur média. Il a acheté CNews, C8, Europe 1. Maintenant, il s'attaque même à la production de livres scolaires. Le mec, il a vraiment un projet culturel pour le pays. Et effectivement, nous, on a vu quand même une limite au niveau du fait d'être dans l'actualité. Nous, pourquoi on a créé des porte-paroles de base? Justement, c'est parce que on trouvait que l'extrême droite était vraiment trop à l'aise sur les plateaux télé, et justement, on voulait y aller, prendre une place médiatique et aussi les faire reculer sur ce terrain-là, parce que en fait, si les gens ils sont pas au courant, c'est parce que les médias ils font pas le travail. Malheureusement, l'extrême droite elle a pris tellement de place, les milliardaires qui en fait souhaitent que l'extrême droite prenne le pouvoir en France. Ils mettent tellement de blocages. Combien de fois on a été déprogrammé de BFM TV, etc. Au dernier moment. Là, en fait, aussi, la volonté qu'on avait d'aller dans les institutions à l'Assemblée nationale, c'est aussi parce que effectivement, il y a l'extrême droite qui progresse là-bas et on veut les combattre là-bas. Mais effectivement, ça va donner une tribune de fou à l'antifascisme et aussi à la jeune garde. Et en donnant une tribune aussi grande à la jeune garde, justement, ça va nous permettre, que ce soit à moi, porte-parole de la jeune garde, ou à Raphaël, ou aux pages de notre organisation, de toucher encore plus de monde, parce qu'on a des choses à dire. On a des choses à dire sur le terrorisme d'extrême droite, qui est l'une des plus grandes menaces aujourd'hui en France, parce qu'aujourd'hui, qui sait aujourd'hui que en fait c'est un ancien responsable du Front National, Claude Herman, qui a vendu les armes à Mehdi Koulibaly, le terroriste de l'hypercacher. Qui sait que il y a un mois, il y a un terroriste d'extrême droite masculiniste qui, pendant le passage de la flamme olympique à Bordeaux, a voulu tuer le plus de femmes possible sur son passage. Ça, il n'y a pas grand monde qui en parle, parce que aujourd'hui, les médias, ils sont totalement contrôlés, soit par Bolloré, soit par d'autres milliardaires comme, je crois Drahi il a vendu là, soit par d'autres milliardaires qui ont aucun intérêt à combattre l'extrême droite, quoi. Ouais, non, mais évidemment, mais c'est pour ça que ça a de l'importance. On peut peut-être passer à l'analyse un peu des législatives. Je sais que Chris nous a préparé des diaporamas, et juste il y a Zoé qui va arriver dans 5 minutes, donc comme ça on sera 4, et on aura une représentation de femmes un petit peu. Donc voilà, on sera pas comme sur la photo de l'Assemblée, parce qu'il paraît, voici quoi, on aura 3 quarts d'hommes quand même, mais il paraît qu'il y a moins de femmes aussi cette année à l'Assemblée. Donc bon, c'est pas que sur le côté le côté racialisation que c'est qu'il y a du boulot à faire. Ouais. Surtout que les femmes, c'est pas une minorité en plus. Oui, C'est une majorité quand même. c'est une majorité qui est une minorité, quoi. C'est souvent c'est un truc un peu. Les gens ont l'impression que c'est une minorité, quoi. Mais ouais, en fait, je vais rebondir sur pour aussi appuyer ce que tu as dit, Chem. On va essayer d'être positif et de voir que malgré tout, les stratégies d'antiracisme, etc., font avancer la cause, et de montrer, moi je trouve, ce que tu viens d'expliquer sur la stratégie de la jeune garde, etc., là, je pense que c'est la bonne stratégie, et je pense qu'on va le voir, ça va payer. Mais juste, moi j'aimerais bien dire un truc. C'est par rapport à ce que tu disais par rapport à Bolloré et tout. Moi en ce moment, quand j'ai genre 1h30 de route aller-retour pour aller à un taf, et donc du coup j'écoute Europe 1. J'écoute Europe 1 pour marrer, mais c'est délirant. Mais vraiment, mais genre les mecs, mais tu comprends pas du tout ce que t'écoutes, quoi. C'est facile en fait. Ils ont une libre antenne.
ils font appeler un mec, c'est toujours un artisan ou un petit patron. Tu sais pas trop pourquoi, mais c'est toujours un mec, tu sais, qui a une petite affaire. Donc déjà, il est réactionnaire un peu pour ça, et il sort des dingueries en mode on nous interdit d'être blanc, on nous interdit d'être hétéro, et puis il y a personne qui le coupe, personne qui dit qu'il raconte n'importe quoi, tu vois. C'est genre, ouais, le programme de la France Insoumise, c'est déjà le programme du LFP, c'est celui de la France Insoumise, qui serait de désarmer totalement la police ou je sais pas quoi, ce qui est pas du tout le cas en fait, tu vois. Enfin, les mecs, ils laissent tout dire, et je pense que va y avoir de plus en plus même une bipolarisation, tu vois, dans les médias, selon entre ce que t'écoutes, tu vois, c'est le mec qui écoute Europe 1, le mec qui écoute France Inter ou le mec qui écoute le média, je pense pas qu'ils pensent la même chose, tu vois. Clairement. Ouais, et surtout, en fait, tu vois que au niveau de Europe 1, vraiment, du côté de Bolloré, tu sens que c'est encore plus radical que CNews et que vraiment là, c'est pour y aller au bulldozer. C'est moins visible que CNews parce que ça passe pas à la télé, mais le travail qu'ils font, je veux dire, un petit peu dans l'ombre, franchement, il est inquiétant, hein. Et moi, j'étais d'accord avec Mélenchon qui disait que aujourd'hui, en fait, Macron, il a en fait tellement divisé le pays, il a tellement donné, il s'est tellement disqualifié, en gros, aujourd'hui, ce qu'il disait Mélenchon, c'est soit l'extrême droite, soit le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, en fait, c'est le constat qu'on fait. On a l'impression que dans les prochaines années, en tout cas, ce genre d'affrontement avec l'extrême droite, ce sera soit eux, soit nous. Et en vrai, ça amène des perspectives pour 2027 où vraiment, en fait, on va devoir se mobiliser encore plus fort que là pour les législatives. Parce que là, en fait, c'est soit on donne le pouvoir à l'extrême droite, soit on fait gagner la gauche. Et vraiment, en fait, je pense va falloir se préparer dès à présent. Bah bien sûr, mais tu vois, quand tu dis soit eux, soit nous, moi le boucher là, le boucher que j'ai entendu sur Europe 1 tout à l'heure, qui disait ouais, si Mélenchon passe, ce sera fini pour les hommes hétéro-chrétiens, tu vois, il disait ça. Et il disait parce que et le gars lui disait mais Mélenchon, il sera jamais Premier ministre, tu vois. Pascal Praud il relançait un peu comme ça, tu vois, un peu legit. Il dit de toute façon, ce sera pas Mélenchon qui gouvernera et tout, tu vois. Et le mec lui répond non mais on connaît, eux ils vont passer par la rue, donc nous ce qu'on va faire là, on est 10,5 millions à avoir voté à Rassemblement National, faut qu'on aille dans la rue et tout pour les affronter. Enfin, les mecs, ils ont une perspective de guerre civile, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça délirant d'entendre ça à la radio aujourd'hui. T'avais pas ça il y a 10 ans, et là, les gars, on les laisse un peu dérouler. Et en plus, je pense que ça fait inviter comme ça des types qui sont en roue libre. Ces médias-là, ça leur permet de dire, ah bah, c'est pas Pascal Praud qui l'a dit, c'est un auditeur, tu vois. Sauf qu'en fait, tu les sélectionnes, tu prends tous les gars un petit peu fous du bus et tout, et t'as de la propagande vraiment vénère néo-fasciste toute la journée, quoi. Après, ce qui est pas mal, c'est que ils disent hommes hétéro-chrétiens. Déjà, ils ont assimilé l'intersectionnalité, tu vois. C'est déjà une victoire idéologique, tu vois. C'est déjà pas mal. Ils arrêtent de dire les hommes, ou voilà, ils essayent d'être un petit peu plus intersectionnels, donc c'est plutôt pas mal. Vas-y, on regarde ton diapo. Donc, j'ai mis là les blocs politiques depuis 2002, la date du début de la mobilisation. Donc je vous ai mis ça, donc vous avez le bloc, et ils sont rangés par les plus importants. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez, celui en haut, ça veut dire qu'il est toujours le plus gros à chaque élection. Donc ça par contre, l'ordre des blocs n'a jamais changé depuis 2002. Donc ça c'est le somme. Effectivement, on est toujours deuxième, le bloc de gauche. On va voir pourquoi on gagne pas, hein. Mais en tout cas on n'est jamais premier. Le bloc de droite est toujours devant, donc quand même gros pays de droite. Mais par rapport à ce qu'on disait, la vague tant attendue, il n'y a pas un effet de droitisation absolue. On voit quand même que la gauche, même si en 2012, bon, est-ce que c'était la gauche François Hollande? On peut se poser des questions, mais on voit que la gauche se réduit un peu, est mangée par Macron, mais elle garde quand même une masse importante, et la droite finalement, comme on disait, n'est pas en train de manger tout le spectre politique, et donc il reste quand même justement un moyen de s'en sortir, de faire barrage et voire d'espérer pour la suite. Donc ça c'est quand même la leçon qu'on a vue dimanche, mais qui finalement, si on prend un peu de recul, est assez évidente. Par contre, si on revient à l'intérieur du bloc, donc si on vient choisir le bloc de droite, et qu'on regarde les rapports de force à l'intérieur, les rapports idéologiques, je sais pas pourquoi il me fait ça quand je fais ça, faut que je le fasse 2 fois, je sais pas trop, voilà. Ce
qui est intéressant, c'est que là, moi, j'ai mis les compositions. Donc, avant, il y avait le RPR de Chirac en 2002. Il y avait, je vous montrerai après ce qu'il y a à l'intérieur. Juste de coupe, il faut que tu bosses chez McKinsey. Hein. Ça coûte 300 000 balles. Hein. C'est sûr et certain. Hein. T'inquiète pas. Et donc, tu vois, ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on modélise justement les rapports de force à l'intérieur. Donc, la droite républicaine, telle qu'on l'appelait, et l'extrême droite. Ce qu'on voit, c'est vraiment... Bon, là, on comprend pourquoi on a besoin de Cem et de la jeune garde, parce que ce qu'on voit vraiment, la conclusion, c'est que c'est vraiment l'extrême droite a complètement... la droite est, elle, assez stable, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, l'extrême droite, elle, a complètement absorbé la droite, et des gens qui votaient sûrement... ou dans les milieux où on votait traditionnellement à droite, aujourd'hui on se reporte vers le RN. Et ça, ce que tu disais Cem tout à l'heure, ça c'est appuyé aussi par la bataille médiatique, le fait d'avoir fait en sorte que l'extrême droite soit la locomotive des idées de droite, qu'on ait accepté leurs constats, qu'on ait accepté leurs propositions, qu'on les ait mis comme, on va dire, sur ces maintenant 22 dernières années, comme, on va dire, légitimes pour donner leur avis et leur vision du monde. Et là, effectivement, on voit qu'ils ont commencé à prendre le lead sur l'intégralité du bloc de droite. Donc là, si on regarde ça... Attendez, je reprends le truc. Ouais, mais j'ai envie de faire, juste pour faire le petit con, de dire, tu vois... on aurait pu croire, ce que je pensais que Ciotti avait bien fait du coup de rejoindre le bloc d'extrême droite, mais en fait il s'est un peu fait graille et il reste un bloc de centre droit, enfin de droite normale. En fait, Ciotti est un abruti, ce qui est pas non plus la nouvelle de la semaine, hein, mais en fait, s'il avait il y avait un sens stratégique, il aurait dû pousser pour une recomposition à partir de 2017. Le faire au moment où ils sont aussi faibles, en fait, on se rend compte que ça, c'est dérisoire, en fait. Ça pèse rien. Et d'ailleurs, ça pèse rien. Finalement, le LR, la droite républicaine, perd pas grand-chose. Ils ont une espèce de taille minimum. Et puis, en fait, on voit qu'il apporte pas grand-chose non plus en termes de pourcentage dans le rapport de force avec le RN. Parce que, sortie de 2017, quasiment, et 2022, enfin, sortie de 2022, en fait, l'extrême droite a totalement absorbé, ça s'est totalement inversé, et donc de premier parti, de premier bloc en 2002, c'est-à-dire premier bloc au sein du premier bloc, la droite républicaine devient un kidam, et l'extrême droite qui s'était frayé un chemin en 2002, voilà, elle devient hégémonique. Et donc effectivement ces idées, et la droite étant toujours soutenues par la bourgeoisie, ces idées, elles sont aussi soutenues par les appareils d'État bourgeois. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un bloc de droite qui reste assez stable, mais qui devient totalement extrémiste dans ses idées, beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus anti-immigré. Et ça, c'est aussi, il faut être matérialiste, c'est aussi la crise du bloc néolibéral qui le pousse à être dans ces logiques. Si on regarde avec une année, si on zoome une année, un bloc, on voit en fait le rapport de force, il était assez équilibré. Sarkozy, lui, en 2007... On est en quelle année là ? On est en quelle année ? Je comprends pas. Regarde, hop, je zoome sur 2007 là. 2007, voilà. Vous voyez, Sarkozy, lui, avait complètement absorbé ouais, mais en jouant sur les plates-bandes du RN, enfin du exactement. FN aussi. Exactement, il l'avait fait reculer en l'absorbant. Donc Sarkozy est vraiment la grosse porte d'entrée des idées d'extrême droite, Patrick Buisson, etc. Et on va dire qu'il a cru ici faire un bon coup. Et d'ailleurs, si vous reprenez les éditos de l'époque, c'était l'extrême droite recule, on en a fini avec Le Pen, etc. Parce qu'il faisait que 10% à ce moment-là. Au final, il a fait rentrer le ver dans le fruit, incapable de résoudre les problèmes du néolibéralisme sur lequel il était totalement affilié. En fait, Sarkozy a été la porte d'entrée de l'extrémisme. Sarkozy, Buisson, toute sa vision du monde, le ministère de l'immigration, hortefeux. Et je pense, Cem, tu as peut-être un avis là-dessus, mais je pense que le tournant Sarkozy, pour vous, en termes de droitisation, je pense que vous avez, ça vous parle, quoi.
Ouais, tout à fait. Après, bon, on était un peu jeune à l'époque et Voyez-le. ça parle moins. Mais effectivement, Sarkozy, il était déjà ministre de l'Intérieur sous Chirac. On se souvient aussi que à ce moment-là, en fait, il y avait eu la mort de Ziad Bouna. Et en fait, on a vu tout un discours déjà. Sarkozy, c'est quand même, je vais nettoyer les banlieues au Karcher, c'est les habitants des quartiers populaires, c'est la racaille. Déjà, lorsque des ministres parlent comme ça, qui reprennent totalement déjà le langage en fait de Le Pen, effectivement, c'est déjà problématique. Ensuite, il y a eu les états d'urgence bien avant ce qu'on a connu ensuite, mais lorsque les quartiers populaires se sont révoltés suite à la mort de Ziad Bouna, effectivement, il y a eu une grosse répression. Il y a eu l'état d'urgence, etc. Et effectivement, on a vu que Sarkozy, en fait, sa stratégie, c'était comme tu l'as dit, on va un petit peu parler comme le Front National pour au final récupérer les électeurs. Mais le problème, c'est que Sarkozy, c'est pas quelqu'un qui est super intelligent non plus. C'est quelqu'un qui a pas une vision à long terme. Effectivement, sur le long terme, on l'a vu en fait, à force de parler comme le RN, les électeurs, ils ont préféré l'original à la copie. Ils se sont tournés vers le Rassemblement national. Et même en politique politicienne, c'est un très mauvais coup. Le mec, en fait, il a commencé la chute de son parti. En vrai, le Parti socialiste, on peut le critiquer au niveau de sa politique, mais en termes de stratégie politique, ils ont toujours été très bons. Le PS, franchement, comment ils sont revenus en force là, ce qu'il faut savoir, le PS, c'est des gens, ils planifient sur 5 ans une vision, une stratégie. Et j'ai l'impression qu'à LR, c'est vraiment au jour le jour. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux et ça a l'air compliqué. Ils ont des plans quinquennaux à comment ça s'appelle Je laisse fermer le stream là. Ouais, tu fais fermer le stream. Ils ont des plans quinquennaux au PS pour pouvoir essayer de récupérer le pouvoir. Mais c'est vrai qu'ils ont bien géré leur coup. Après, moi je pense au niveau de la droitisation, ce qui est merde, attends, j'ai raté un truc. J'ai raté un truc, c'était par rapport au diaporama. Désolé, j'ai perdu ce que je voulais raconter. D'ailleurs, on peut accueillir Zoé, d'ailleurs, au passage. Ouais, vas-y. Salut, Bonjour tout le monde. Salut. Salut Chem. Salut. Et salut Chris. Salut Padu. Salut tout le monde. Salut le chat. Désolée, j'étais en retard. Si je devais faire un bilan d'une journée de médecin de campagne actuellement, je dirais Macron explosion. Voilà ce que j'ai à dire. Je n'en dirai pas plus. Mais vraiment, il est temps qu'on prenne le pouvoir parce que là, mon métier devient vraiment trop difficile. Là, c'est trop compliqué. Ah C'est oui, trop oui. chiant. Bon, Il y en a marre. j'ai récupéré ce à quoi je pensais. Oui, quand on voit le diaporama et les analyses de Christophe, on se rend compte aussi que l'extrême droite la droite devient de plus en plus d'extrême droite. En gros, c'est ce qu'il dit. La droite ne grossit pas, mais elle devient d'extrême droite. Et moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que du coup, on est voué à aller dans l'affrontement, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on ne récupérera pas et qu'on va devoir avec lesquels on doit devoir gérer. Alors un affrontement qui peut être un affrontement juste dans les urnes démocratiques, mais voilà, sur lequel on va devoir leur rentrer dedans parce qu'on voit très bien que la stratégie de leur faire des concessions au final, à part les faire grossir, ça fait rien. Ou est-ce que c'est des gens qu'on pourrait à terme essayer de refaire revenir par exemple dans une droite un petit peu plus molle, quoi. C'est-à-dire aller à rebours de l'histoire. Est-ce qu'on pourrait les faire rebasculer dans l'autre sens pour retourner dans quelque chose d'un peu plus républicain? Par exemple, moi je pense à Charles Consigny dont on parlait, je sais plus si on était en live ou pas, mais dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, Charles Consigny, c'est pas un fasciste, quoi. C'est pas quelqu'un que je trouve dangereux, même si j'ai pas ses idées, il est libéral et tout. Mais ou Dominique de Villepin, par exemple, c'est pas un fasciste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chem, par rapport à ça? Ouais, moi je pense en réalité que, en fait, dans la situation actuelle, effectivement, en fait, on est dans une situation où c'est un bloc de gauche contre un bloc d'extrême droite en réalité. Et que aujourd'hui, comme je l'ai dit, au niveau médiatique, etc., sur les thèmes imposés, le problème c'est que, en fait, c'est la bourgeoisie qui se sent extrêmement menacée par notre camp social et politique, et du coup, c'est eux qui souhaitent l'affrontement en réalité.
Et en donnant le pouvoir à l'extrême droite, la destruction de nos organisations de solidarité. Je pense aux syndicats, la CGT, Solidaire. Je pense aux organisations de défense des droits des femmes comme le planning familial, etc. ou d'aide aux réfugiés. Moi, je pense vraiment en fait que c'est la bourgeoisie qui souhaite l'affrontement et au-delà de ça, la destruction de notre camp social et politique. Mais je pense en fait que si on arrive à prendre le pouvoir en réalité, s'imposer aussi dans les médias, réussir à amener un contre-discours en refusant les thèmes de l'extrême droite. Moi, je pense en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont récupérables. En réalité, notre discours, en fait, lorsqu'on se pose sur les marchés, même dans des zones que certaines personnes pourraient qualifier de hostiles à la gauche, lorsqu'on se pose, lorsqu'on discute avec les gens, on sent qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer ces personnes-là à nous. Et en fait, lorsqu'on regarde les différentes élections en France, même récemment, je veux dire Hollande-Sarkozy à l'époque. Je veux dire, les gens en fait, ils sont mobiles. Effectivement, aujourd'hui, vu la composition et aussi tout le battage médiatique, ça fait que il y a vraiment deux blocs. Mais en vrai, en 2012, lorsqu'il y a eu Hollande-Sarkozy, il y a des gens, ils ont voté Le Pen premier tour, ils ont voté Hollande second tour. Je veux dire, C'est vrai. en vrai, aujourd'hui, la France, elle est sous tension, les gens, ils sont sous tension, surtout du côté de l'extrême droite. Et nous, je pense vraiment que si la gauche arrive à prendre le pouvoir, si on arrive à appliquer notre programme, qu'on se compromet pas dans un gouvernement technique ou autre, et qu'en fait, on arrive à augmenter le SMIC, à rendre la vie des gens plus agréable, à amener les jours heureux, comme diraient certains. Dans une alliance de Roussel à Darmanin. En fait, je pense, tu vois, déjà la victoire du nouveau Front Populaire, elle a amené une bulle d'air, mais je pense vraiment que si on arrive à appliquer notre programme, en fait, le pays va réussir à respirer, à arrêter d'être crispé comme ça. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qu'on peut amener à nous, notamment dans des zones où ça vote fortement au Rassemblement national. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire avec la candidature de Raphaël Arnaud, quand même, dans une circo où c'était le Rassemblement national au pouvoir. Où on était donné perdant même au premier tour, au final, avec un discours clair, avec une volonté de rupture, d'améliorer la vie des gens, au final, on a réussi à gagner. C'est important ce que tu dis, arrêter d'être crispé, je trouve, parce que moi j'ai vraiment ressenti ça, notamment, je pense qu'on a tous été un peu touchés par le discours de Mélenchon après les élections, mais il disait... J'ai pleuré. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est vrai que tu sais, on a milité comme des chiens pendant des semaines et des semaines et tout. C'était assez puissant comme truc. Mais il a dit un truc. Il a dit, on est enfin fiers de ce pays, quoi. Et à ce côté-là, on était crispés, on était dans une lutte et on est là où on a l'impression de venir à un moment donné où on peut souffler un petit peu, on peut essayer de regarder, de dire en fait la France elle est pas forcément foutue, on peut mettre en place des projets qui amèneront la paix sociale, parce que même les gars qui y croient pas aujourd'hui, tu vois, qui sont totalement dans limite la guerre civile, bah s'ils voient, je sais pas, que les salaires augmentent, s'ils voient qu'on trahit pas en fait, s'ils voient qu'on arrive à mettre en place ce genre de projet, ils peuvent switcher aussi, ou ils peuvent au moins arrêter d'être des connards d'extrême droite, tu vois. Donc je trouve que c'est important de faire ça. Mais carrément, après, tu vois, là, dans ce qu'on dit, là, en fait, il y a les deux enjeux sur le pouvoir, c'est-à-dire la conquête et l'exercice. Moi, comme je suis arrivée, je sais pas si vous l'avez fait avant, mais j'ai quand même envie qu'on flexe un tout petit peu, s'il vous plaît. Le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, et il est arrivé en tête dans un contexte où nous avions tous les médias contre nous. Alors, certains qui sont officiellement... Pourquoi tu fais comme ça avec ton doigt Non, mais je dis rien, c'est pour fêter la victoire. Ben oui, il faut flexer un peu quand même les copains. Alors, il faut flexer, il faut pas se dire que c'est gagné, que tout est bon. Enfin, je pense que tout le monde le sait dans les gens qui sont ici et dans les gens qui écoutent ce qu'on est en train de dire. Mais quand même, on partait de super loin. Je veux dire, il y a 10 jours, on nous annonçait peut-être une majorité absolue RN. Hein. C'était ça la réalité. Et maintenant, on parle de Guettet Premier ministre, possiblement. On parle même Fort, tu vois. Fort, c'est quand même mieux que Bardella, même s'il y a moyen. Mais bien sûr que oui. Donc, on essaye de dire. Et ce qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'on a le rouleau compresseur médiatique contre nous.
qui a été immonde, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis aujourd'hui, les campagnes, les 2 campagnes qu'on a enchaînées, européennes et législatives, sont d'un niveau hallucinant en termes de violence et de mensonges et de calomnies. Raphaël, il peut en parler, ça. Fake news, non mais voilà ce que c'est pris Raphaël Arnaud dans la gueule, et il gagne à 55%, et ça, je suis désolée, mais la seule chose qui a pu contrebalancer ce truc-là, c'est le travail militant. Parce qu'on n'avait pas les médias avec nous. Et donc, c'est le travail militant qui a fait ça. Et moi, je profite de ce moment pour dire bravo tout le monde. Franchement, moi, je sais je connais plein de gens qui se sont mobilisés comme des oufs, qui se sont levés super tôt pour aller tracter avant d'aller au boulot, qu'on fait du militantisme de proximité, c'est-à-dire auprès de leurs potes, auprès de leur famille, auprès de leurs collègues de travail. Il y a plein de gens qui se sont bougés via les réseaux sociaux, qui se sont bougés dans leurs assos, qui se sont bougés dans leur syndicat, etc. Et franchement, le résultat, on peut vraiment en être fier parce que personne n'aurait parié là-dessus il y a 10 jours. Vraiment, hein. Enfin, je pense qu'on était un certain nombre à l'espérer, etc. Mais enfin, si. On fait des paris. Chris le savait. Mais Chris, c'est tout. En fait, il publie pas. Vous savez pas. Mais nous, il nous publie ses prévisions. Et je vous le dis, il a raison, en fait. Il a presque toujours raison. Il a presque toujours raison, sauf quand c'est moi qui lui dis qu'il a tort. Là, il a tort. Mais c'est réel. Et tout ça pour dire que le travail militant, c'est payant et qu'il va vraiment falloir qu'on encore une fois, on l'a dit la dernière fois, mais sur notre présence dans les médias et tout, il faut qu'on soit lucide. Il faut qu'on fasse le deuil du fait que nous serons bien reçus un jour. En l'état actuel des choses, en l'état actuel du pouvoir qu'a la bourgeoisie sur les médias, ils ne vont pas nous écouter, ils ne vont pas nous apprécier, ils ne veulent surtout pas qu'on prenne le pouvoir. Et donc, il faut qu'on prenne acte de ça. Et donc, il va falloir qu'on contrebalance en ayant des gens qui vont dans les médias en étant carrés, réglo et qui sont capables de dérouler le discours, même face à des journalistes qui sont extrêmement agressifs et qui empêchent de présenter nos idées, de présenter ce qu'on veut faire pour le SMIC, pour l'antiracisme, pour le féminisme, pour la retraite, pour les prix de l'électricité, pour tout ça. Donc il faut des gens solides dans les médias et surtout il faut plein de gens qui militent sur le terrain parce que c'est comme ça qu'on fera la différence. Il faut avoir 2027 en tête, peut-être même avant s'il démissionne, mais en tout cas en l'état actuel des choses, il faut avoir 2027 en tête. Il faut s'inspirer de ce qu'on a réussi à faire pendant ces 3 semaines de campagne de législative. Franchement, je pense vraiment que tout le monde peut être fiers de ce qu'on a fait, vraiment, soyons fiers de nous à gauche, putain. On gagne pas souvent, c'est dur pour nous, on en prend plein notre gueule, on se fait criminaliser, on se fait taper sur la gueule par les flics, on se fait insulter par les médias. Bravo à nous, quoi. Putain, ouais. C'est bien ce qu'on a fait et il faut qu'on continue à le faire, sincèrement, c'est important. Mais notamment, je pense aussi, même, faut aussi le dire à ceux qui sont des fois durs entre militants de gauche. Il y a des gens là qui n'arrivent pas à se féliciter, qui disent oui, ils vont peut-être trahir, je veux dire, mais il y a déjà une avancée. On a fait reculer aussi quelque chose qui aurait pu être catastrophique. Je veux dire, quand bien même, là, tu as un gouvernement un peu de trahison, ça restera toujours mieux que par la Premier ministre déjà. Et on aura une clarification dans la gauche, parce que tout le monde ne va pas trahir de toute façon. Donc s'il y en a, par exemple, s'il y a Raphaël Glucksmann et d'autres qui font un truc avec Macron, peut-être qu'au moins ils seront virés un petit peu de notre champ et que ça nous permettra de clarifier des choses. J'aimerais juste revenir sur... Attends, juste 2 secondes, je me permets de finir ce que je voulais dire. Il y avait la question de la conquête du pouvoir et donc l'importance du militantisme, mais moi je voulais parler de l'exercice parce que c'est pour ça qu'il y a aussi plein de gens qui peuvent cracher un peu dans la soupe en disant gna gna les trahisons potentielles, etc. Et c'est une réalité. Et là maintenant, notre enjeu aussi, il est là, il va être de refuser une énième fois la compromission avec le social-libéralisme. Et ça vraiment, hein, il faut qu'on tienne là-dessus et il faut qu'on se rappelle des trucs. Il faut, voilà, je vais le faire. Hein, il faut un cap clair, hein, voilà. Il va falloir qu'on soit combatif. Vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on peut aller récupérer le RN et tout. Moi, j'en ai parlé un peu sur Twitter, mais j'en reparle ici. Moi, je vis dans une campagne qui vote. Le premier parti, c'est le RN. Alors, aux législatives, on a une députée sortante qui est connue dans la région, qui arrive juste devant le RN, qui fait 39 et le RN 37, un truc comme ça. Mais au présidentiel, le RN est en tête, etc.
Et la question, c'est est-ce que ces gens-là, on va les récupérer ou pas? Il y a plein de types de votes RN différents. Il faut arrêter de raconter que le RN, c'est que des ouvriers déclassés, etc. Mais il y a aussi ça dedans. Il faut en être conscient. Et moi, dans ma campagne, c'est pas le vote Zemmour à Saint-Tropez ou à Neuilly. C'est pas ça. C'est pas cette extrême droite-là. Et je suis pas sûre que ça soit des gens qui sont, des profonds idéologues d'extrême droite. Par contre, c'est des gens qui sont convaincus par le racisme. Et ça, il faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Moi, les gens de ma campagne sont des gens qui sont des prolos, qui subissent des conditions de travail horribles, des conditions de logement dégueulasses, qui subissent le prix de l'essence parce que chez moi, tout est loin. Et donc, quand l'essence est à 2 balles le litre, pour les gens, tu te poses la question d'emmener ton gamin au foot, en fait, dans ces moments-là. Donc, il faut être conscient de tout ça. Et en plus, au foot, il y a quand même les Noirs et les Arabes qui empêchent les Blancs de jouer. Moi, je l'ai vu sur Europe 1. Ouais, c'est vrai, ils prennent la place. C'est peut-être qu'ils sont meilleurs, mais bon, c'est un autre problème. Mais non, mais je crois que le seul moment où on a le droit d'être content qu'il y ait des Noirs en France, c'est quand on gagne des compétitions de foot, il me semble. Mais tout ça pour dire que les personnes qui vivent avec moi, des personnes que je soigne, qui sont mes voisins, etc. Moi, je pense pas qu'ils sont perdus pour toujours. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de se raconter, qu'il faut aller leur parler gentiment en disant « T'es un peu raciste, c'est pas très grave, regarde, on va te parler du SMIC. » Moi, je pense qu'il faut parler du SMIC, il faut parler des conditions de travail et il faut leur parler aussi de leur racisme. Il faut pas passer à côté de ça. Et leur dire « En fait, mec, la lecture que tu as du monde actuellement, on t'a persuadé que augmenter le SMIC, c'était pas possible. On t'a persuadé que l'augmentation des prix d'électricité, c'était comme une catastrophe naturelle. On t'a persuadé de tout ça. Tout ça, c'est faux. D'accord? Tout ça, c'est la bourgeoisie qui te l'a rentré dans le crâne pour te voler ta force de travail et s'en foutre plein les poches sur ta gueule. Et donc, arrête de croire tout ça. Nous, on peut te proposer une alternative. Par contre, ton délire de racisme et tout, c'est pas entendable, en fait. C'est dégueulasse. Et en plus, les personnes sur qui tu chies ont les mêmes problèmes que toi. Ils ont strictement les mêmes problèmes que toi. Et normalement, ils devraient avoir le même ennemi. Et toi, tu choisis de leur taper sur la gueule. C'est dommage, mais si on arrive à prendre le pouvoir et à prendre le pouvoir en mettant un vrai projet de gauche sur la table, effectivement, ces gens-là, je pense qu'on peut les retourner. Parce qu'en fait, moi, les mecs qui bossent, qui sont au désossage à l'abattoir, à s'éclater les épaules toute la journée, clairement, la semaine de 32 heures, voire même, je pense, dans ces métiers-là, il faudrait que le temps de travail soit beaucoup plus faible, mais c'est une autre question. La retraite à 60 ans, voire même beaucoup moins pour ces métiers-là, encore une fois. Le blocage des prix d'électricité, c'est des trucs qui vont leur parler. Mais actuellement, ils sont persuadés que c'est pas possible et ils sont racistes. Et donc, il faut bosser sur ces deux trucs-là. Le fait qu'ils croient que c'est pas possible et le fait qu'ils soient racistes. Et il faut y aller frontalement. Et c'est pas perdu, mais il y a beaucoup de boulot. Voilà. Mais moi, ça me fait penser à ce que disait Tchem d'ailleurs quand il parlait de faut pas aller sur leur thème. Et moi, je suis pas forcément d'accord. Faut aller sur leur thème, mais faut vraiment confronter leur logique. Tu vois, c'est parce que si tu leur parles pas de racisme et d'immigration, des fois, tu peux avoir un type d'extrême droite. Si tu lui parles pas de ces thèmes, tu peux même ne pas le voir, tu vois, qu'il est d'extrême droite. Mais faut aller sur leur logique malthusienne de merde et raciste. Je suis d'accord avec toi, mais c'était pas en fait, quand je disais leur thème, c'est aussi je sais bien. La tournure, tu vois. Mais ouais, genre, il y a différentes manières de parler de l'immigration. Eux, en fait, à chaque fois quand tu poses la question de l'immigration, tu vois, c'est tourné de manière négative ou dangereuse, tu vois. Alors qu'en réalité, en réalité, tu peux justement parler de tu peux parler justement de ce que c'est d'être. En fait, tu peux parler des causes déjà de l'immigration. Ils en parlent jamais. Et il y a l'écologie, il y a les guerres occidentales au Moyen-Orient, dans le Sud global. Il y a tout ce genre de choses. Et en fait aussi, il y a une manière. Il y a un truc qui est totalement oublié, même au sein de la gauche. Souvent, on voit, tu vois, par exemple, les personnes immigrées seulement en fait, on les accepte seulement s'ils sont utiles. Je veux dire, régularisation de tous les travailleurs migrants. En fait, même si t'es chômeur, moi, je suis pour ta régularisation. La question, c'est comment, tu vois, sur ces thèmes-là, comment tu arrives à ramener aussi un petit peu d'humanité, parce que même au sein de la gauche, j'ai l'impression que parfois c'est perdu. On n'arrive plus à voir ces personnes-là comme des êtres humains, comme des êtres sensibles même, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a toute une manière d'aborder ces sujets-là. Et effectivement, lorsque j'en parle, tu vois, c'est pas refuser totalement d'en parler, c'est en fait d'amener une autre vision des choses.
Et le problème, c'est que une partie de la gauche, en fait, ils ont fait intérieurement, sans même le savoir, ils ont pris le constat de l'extrême droite et ils disent oui, mais et en fait, c'est ça le problème. C'est ça que je disais, ne pas aller sur le terrain, sur leur terrain et d'amener la chose un petit peu différemment, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est le problème, c'est le problème des rouges-bruns un peu qu'on critique souvent sur la chaîne. Tu sais, c'est les mecs, ils disent oui, c'est vrai qu'il y a trop d'immigration et que ça fait baisser les salaires. Mais bah, quand tu commences comme ça, en fait, tu finis forcément ta phrase avec un truc d'extrême droite. Tu vois. C'est déjà finito, là, en fait, quand t'as commencé. On l'a déjà expliqué plein de fois sur la chaîne. Laisser l'adversaire dire la réalité des choses, c'est forcément donner du sens à son programme. Quand on a commencé à dire le RN, le FN qu'on appelait à l'époque, pose les bonnes questions, mais ne donne pas les bonnes réponses, c'est faux. À partir du moment où tu considères que la personne dit mieux les choses, fait mieux l'analyse, fait mieux la critique, pose les bonnes questions, forcément tu vas préférer sa réponse. C'est évident, c'est une forme d'hégémonie sur le monde, et ça c'est matérialiste en fait. La personne qui a le plus d'hégémonie matérielle et qui dit mieux la réalité des choses l'emporte. C'est le problème des analyses à la Ruffin-Roussel. Hein. Exactement. Et comme tu disais, t'as demandé, Padu, comment on fait? Alors, t'as dit, est-ce qu'on les ramène vers une droite? Non, on va pas les ramener vers une droite républicaine. Parce que ça, c'est une forme d'expression politique hors crise. Là, aujourd'hui, ce qu'on a montré je peux le repartager, mais ce qu'on a montré sur les mouvements idéologiques, c'est des choses qui ne reviendront pas en arrière. Donc, on ne reviendra pas, et ça, c'est ce que voudraient en fait les vieux partis, les vieilles bureaucraties, c'est-à-dire revenir à un ordre des choses où en fait il y avait une droite républicaine, et puis à l'opposé, il y avait une gauche modérée qui était pas clivante, et qui gueulait pas sur Mélenchon, etc. Et ça ne reviendra pas. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument. Mais il y a un gars dans le chat là, s'il veut, on le fait monter parce qu'il veut donner des leçons de marxisme. Il n'y a pas de problème. Ce sera gratuit. Non, tu régleras tes concours de vie marxiste un autre jour, mec. Non, mais il arrive. Il est facile à faire partir comme ça. Tu vois, il n'y a pas de souci. Concentre-toi sur ton graphique McKinsey. Tu nous faisais un très bon développement. On va regarder. On va regarder. Et donc, non, bannez-le pas parce que ça va l'aider. Donc, ce que je disais, c'est que ça, c'est des formes qui ne reviendront pas. Donc, ce qu'on a montré tout à l'heure sur le bloc, de droite qui, lui, l'emporte. Et il y a des classes sociales derrière pour les petits malins. Effectivement, il y a des classes sociales en crise. Si le bloc d'extrême droite, lui, commence à s'imposer, c'est justement parce qu'il est porté par des classes sociales qui rentrent en crise. Et quand on parle des ouvriers, c'est pas n'importe lesquels. C'est effectivement des ouvriers qualifiés dans des secteurs, dans des vieux bastions industriels qui sont dans la désindustrialisation. À côté de ça, il y a des employés, des ouvriers non qualifiés qui sont pas partis au RN. Parce qu'ils sont pas dans les mêmes territoires, parce qu'ils ont pas les mêmes rapports au racisme, etc. Donc, croire que les ouvriers sont fondamentalement RN, les mecs qui donnent des leçons de marxisme en ayant ces techs-là, c'est des gars qui sont prêts à faire des analyses pour CNews. Bref. Donc, ça ne reviendra pas. C'est-à-dire que l'idéologie, le corpus idéologique d'extrême droite, de droite extrême, vous l'appelez de fascisme, etc., qui s'est imposé dans tout le peuple de droite, dans tout le bloc de droite, lui, il est constant et il bougera pas. Et donc les républicains qui pensent pouvoir refaire une droite républicaine ne mesurent pas justement pourquoi, dans quelle crise matérielle on est, qui fait que ce corpus-là idéologique s'impose. Derrière ça, comment on affronte ? Il faut un bloc d'affrontement, c'est-à-dire au moins à la hauteur de la critique que permet la crise, que la crise impose. C'est-à-dire que l'appareil critique du RN, lui, il est adéquat à deux choses, c'est-à-dire à capter des classes en crise et aussi à faire la critique
du pouvoir tel qu'il s'est installé. C'est-à-dire, ils ont commencé par critiquer l'UMPS, et donc une forme de critique du néolibéralisme, de l'individualisme, de l'individu qui mettrait en avant les femmes, mettrait en avant les immigrés plutôt que les vrais Français, etc. Tout ça, en fait que c'est pour ça qu'il est hégémonique, parce qu'il est cohérent. Le pacte raciste est cohérent. En face de ça, de la même manière, et là on peut regarder le bloc de gauche, en fait on va voir qu'il a le même problème d'affrontement, de mutation, donc il est assez constant, il est quand même plus faible ici, mais lui il a le même... Pardon, je sais pas si vous voyez toujours ou je diffuse des trucs. On voit toujours. Donc en fait, on voit que quand ça commence en 2002, et qu'il n'atteint pas le second tour, hein, il est quand même deuxième. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'il est quand même deuxième en termes de débouchés politiques, ce bloc démocrate de gauche. Et en fait, par sa division, il n'atteint pas le deuxième tour, et c'est le FN de l'époque qui l'a pris. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai mis le PCF ici dans la gauche de rupture, qui était le seul. La gauche révolutionnaire pesait 10% à l'époque. C'est-à-dire, Hello, Chivardi, Besancenot faisait 10%. On voit que... Alors après, il y en a qui vont dire, effectivement, la gauche révolutionnaire a été empêchée par Mélenchon. Pourquoi pas, c'est une thèse qui peut être intéressante, mais on voit il y avait quand même une forme d'expression de crise ici de la gauche, et d'où dans le vote pour des partis révolutionnaires, et notamment trotskistes, que des trotskistes. C'est énorme, 10% pour les trotskistes. Il en parle souvent, Mélenchon, dans ses conférences, de dire, quand ils ont vu ça, il s'est dit, il n'y a pas 10% de trotskistes en France, donc il y a un débouché d'une gauche de rupture. Mais c'est énorme, 10% quand même. Et on s'en rend pas compte, donc on le voit ici. Et ça montre déjà cette crise-là, et ça montre que cette crise, elle s'est investie à ce moment-là dans le RN, hein, parce qu'elle a quand même mis la droite sous pression, mais aussi à gauche, elle s'est investie dans ce bloc-là. Ce qu'on voit, c'est, vous voyez la cohérence qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire l'inversion propre, coordonnée entre les deux, là on l'a pas. En 2007 et en 2012, on voit que la gauche démocrate PS reste encore assez forte, mais commence à se frayer un chemin, c'est-à-dire la petite gauche de rupture, la tortue là, vous voyez un peu la tortue là, qui commence à se frayer un chemin, et j'ai fondamentalement mis la gauche de rupture, le NFP dans gauche de rupture, parce que c'est le programme qui a été porté, et les gens... Personne va dire, alors les malins là dans le chat qui disent c'est pas la révolution. Personne n'a cru qu'on avait pris le Palais d'Hiver dimanche soir. Hein. Oui, personne ne croit ça ici. Personne ne croit qu'on va. Donc c'est juste à l'échelle de l'histoire, et ce qu'on vient de montrer avant, c'est-à-dire le fait que la bloc de droite soit toujours majoritaire, le fait que toutes ces idées se sont rendues extrêmes, le fait que s'impose en face de ce bloc de droite un programme de rupture frontale, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui va justement affronter ce bloc d'extrême droite. Notre but n'est pas de les calmer, de les recentrer, notre but est de les affronter. Pacte égalitaire contre pacte raciste. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce bloc idéologique, alors il va être sous pression, il y a des gens à l'intérieur qui vont essayer de le faire reculer et qui vont essayer de réactiver ce petit serpent rose là, etc. De la même manière, tout comme les gens de droite qui pensent que le bloc de droite peut revenir au centre, c'est impossible. La crise est trop profonde, la crise matérielle est trop importante. Donc il faut un programme de rupture, et donc à la hauteur de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui attaque l'autre bloc, donc il faut rien leur laisser, il faut venir sur leur terrain, et on vient pas sur leur terrain pour dire vous avez raison, posez les bonnes questions, non, faut leur dire Mélenchon est trop radical, votre constat, il y a des fichiers à l'Assemblée, vous trompez, vous êtes dans la fausse conscience, la conscience de classe telle que vous la vivez n'est une fausse conscience, c'est une conscience réelle, raciste, etc. C'est pas la conscience possible de votre classe. Et donc, c'est de dire, en les affrontant comme ça, c'est les mettre devant un choix. Parce que quand tu viens dire, comme Ruffin ou comme d'autres, vous avez raison sur tout, vous leur dites, vous avez surtout raison. Et donc, ça veut dire que si j'ai raison sur le constat, sur les immigrés, etc., j'ai raison aussi sur le débouché qui m'a permis ça. Or là, ce qu'il faut dire, c'est
la façon dont vous voyez le monde est fausse. Et nous, on va vous imposer frontalement une autre manière de voir le monde, c'est-à-dire une manière égalitaire, progressiste, etc. Ce que Ruffin ne fait pas. Et c'est pour ça que Ruffin, qui nous fait croire qu'il a rattrapé une terre Rassemblement National, Ruffin, il ne doit aucun ouvrier à aucun Rassemblement National sa réélection, il ne doit sa réélection qu'à Macron. D'ailleurs, si Macron ne s'était pas représenté face à lui, c'était Macron s'était représenté face à lui, il n'aurait pas eu la réélection. Donc, il ne doit ça qu'à Macron et effectivement à sa stratégie de dédiabolisation, d'attaque de Mélenchon, qui n'a convaincu aucun ouvrier, qui n'a fait que convaincre des macronistes que ce gars-là n'était pas un LFI, le couteau entre les dents, comme Mélenchon. C'est simplement ça. Donc, toute la stratégie de Ruffin est un échec. Parce que sait, Chris, il a mis sur son tract qu'il était soutenu par, que Bayrou l'aimait beaucoup, que Glucksmann l'aimait beaucoup, que Jospin l'aimait beaucoup. Que Laurent Berger l'aimait beaucoup. Voilà. C'est pas ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut absolument, et là-dessus, ça fait partie des luttes concrètes. Le marxisme, le matérialisme, c'est une vision du monde et un programme. Si vous avez que une vision du monde et que vous n'avez pas de programme, ça sert à rien. Si vous avez que un programme qui s'adapte et qui a sans vision du monde, il sera inefficient. Et ensuite, on le pratique tout le temps et partout. Dans la rue, comme tu fais Tchem, à l'Assemblée nationale, comme va faire le camarade Raphaël Arnaud. Et ça, c'est imposer cette vision de rupture. On ne transige pas sur le programme, on ne transige pas face aux arguments de l'adversaire, on ne transige pas dans la rue. Et c'est comme ça que Raphaël a été élu, et c'est comme ça qu'on fera élire, à terme, des députés de gauche, de rupture, progressistes, qui transformeront le pays au moins autant, attention, hein, au moins autant que le Rassemblement National veut transformer le pays dans le pire de la configuration possible, c'est-à-dire revenir sur tout un tas de droits qui ont été acquis, etc. Donc, nous, on veut transformer pour augmenter un maximum ces droits. Eux, ils veulent reculer. Et cet affrontement-là, il est inévitable. On ne peut pas revenir à des situations, vous avez vu les rubans, où c'était la droite républicaine et le bloc rose, comme on l'a vu avant dans les mouvements idéologiques. Donc, ça, c'est vraiment la leçon. Il n'y a pas de fatalité. Et on fera une émission express justement sur les classes sociales. On l'a fait la semaine dernière parce qu'on nous le demande, mais là je travaille sur d'autres choses, etc. Mais justement sur les classes qu'il y a à l'intérieur de ces blocs. Mais la leçon, c'est, vous voyez, les rapports en 2002, je vais vous le montrer ici parce qu'on voit que ça a quand même beaucoup bougé idéologiquement. En 2002, excusez-moi. En 2002, les rapports critiques à l'espace normal, on va dire, de la société gauche-droite, républicain, PS, enfin RPR, PS, etc., étaient minoritaires. La rupture, le centre, le bloc révolutionnaire, le bloc d'extrême droite. Petit à petit, vous voyez, ils se construisent pour être l'affrontement final. Voilà. Et donc, l'affrontement final, c'est un affrontement, effectivement, dans la rue, dans les luttes. C'est-à-dire que cette radicalité, cette rupture, faut qu'elle soit portée aussi par les syndicats, il faut que les gens se syndicalisent, il faut mener des luttes concrètes, et immédiates, voilà. Et elle doit aussi avoir un débouché politique. On est en 2024, on ne peut pas faire la critique de l'élection comme il y a 100 ans ou 150 ans, quand justement... Mais Statis a dit des choses très, très intéressantes à ce sujet, comme si c'était simplement quelque chose de naissant, comme si la bourgeoisie représentative était naissante, etc. Aujourd'hui, c'est une arme de masse, avec ses limites, mais avec ses potentialités. Donc, on ne peut pas l'évacuer. On ne peut pas tout miser dessus non plus. Effectivement, si demain le NFP ou Mélenchon ou n'importe qui portera ce programme de rupture arrive au pouvoir, ils ne pourront pas l'appliquer s'il n'y a pas la capacité de lutte immédiate, et pas simplement de lutte sociale, de lutte même de survie
parce qu'il y en a qui voudront, enfin Chem, je te redonne la parole juste après, mais de survie, parce qu'il y en a qui voudront reprendre leur dû par la force. Donc, il faut qu'on s'organise, c'est fondamental, pour que, vous voyez, toute cette histoire-là que j'essaie de montrer dans les graphiques, finisse par faire en sorte que sur le prochain bloc, là, 2027, on ait enfin le rouge qui surpasse le bleu marine. Voilà. Ouais, je crois que tu nous as totalement ébloui avec cette analyse. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant comme truc. Tu pourras les mettre quelque part parce que les gens souvent ils les demandent et c'est vrai que c'est je vais essayer de les publier et pour les gens ils pourront cliquer et jouer avec. J'ai essayé de faire ça sur le site de Position. Sur Position Revue, sur le site de Position Revue. Si tu peux enlever ton diapo qu'on puisse repartir comme ça. En plus, j'avais un truc à dire par rapport à ça. Oui. Attends. Oui, du coup, de ce que tu dis, en fait, il y a aucune chance que les gens qui sont déjà radicalisés reviennent à la droite, mais j'ai l'impression aussi qu'il n'y a aucune chance quasiment, et on l'avait vu du fait des reports de voix, que les gens qui sont à l'extrême droite, ils passent à l'extrême gauche. Pourtant, de ce que tu dis, tu vois, il faut les faire choisir entre les deux, mais une fois qu'ils ont choisi, c'est compliqué, quoi. Ils sont imbriqués. Il faut les mettre face à un choix. Et ce que ne fait pas l'affrontement, Chem l'a bien dit tout à l'heure, il faut les mettre face, les ramener face à leurs intérêts de classe et de savoir justement comment leurs intérêts de classe et le problème qu'ils vivent, parce que le problème qu'ils vivent matériel est réel, la désindustrialisation, le chômage, etc., le pouvoir d'achat, comment ce problème-là a deux alternatives. Et ces deux alternatives, c'est deux mondes. Le monde du pacte raciste, avec ses constats, le monde du pacte égalitaire, avec ses constats et son programme. Voilà. Ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est de dire, vos problèmes sont réels. Et les constats du RN sont réels aussi. Mais il faudrait voter pour un programme pour un parti de gauche à la fin. Non, ça marche pas. Il manque un embranchement. Donc il y a un problème que les classes populaires vivent, voilà, etc. Et parce qu'ils ont des structures mentales racistes, etc. Et c'est surtout jamais en les niant, on va les voir, c'est de dire, on va les affronter. Et on parle de classe populaire, moi j'en viens, c'est ma famille, moi je suis le premier bachelier de ma famille en 2005, je viens pas du tout d'un monde, voilà, mais traiter de raciste en famille, c'est un truc normal. Mais ta gueule avec tes propos racistes, Didier, on s'en bat les couilles, tu vois. Bon, maintenant... tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est inversé. C'est de dire, ouais, ta gueule avec tes propos humanistes, Didier, tu vas pas nous jouer, on sait que t'es bourré, tu vois. Ouais, c'est un peu le problème de CNews, c'est que maintenant, on a un problème, on a le problème du tonton antiraciste. Tu vois, ça, il faut inverser. Il faut faire en sorte que Didier, il ait toujours honte de dire des propos racistes et que la majorité des gens lui disent, ta gueule, Didier, on sait que t'as perdu ton boulot, on sait que c'est dur, on sait que t'as du mal à joindre les deux bouts parce que t'as une tendinite, parce que t'as fait un travail d'OS pendant toute ta vie et que tu fais des infiltrations et que c'est dur et que ça te fait chier, etc. Mais c'est pas en gueulant sur machin qui est aux allocs ou aux maghrébins que t'as croisé tout à l'heure qu'on va régler les problèmes. Voilà, le pacte égalitaire, il doit être au moins aussi hardcore, violent, clivant que le pacte raciste l'est pour d'autres populations et d'autres classes. Voilà. Mec raciste, afraid again. Ça pourrait être pas mal comme sticker jeune carte, ça. Carrément, je pense que ça existe. Hein. C'est pas de moi, j'ai déjà vu ce truc. Ouais, j'ai déjà vu sur Twitter aussi. À toi, Chem. Mais moi, je suis d'accord. Et en réalité, comme le disait Zoé, en fait, la question maintenant, c'est l'exercice du pouvoir. Et en fait, si on arrive à exercer le pouvoir et à mettre en place notre programme, en fait, c'est comme ça qu'on va réussir aussi à montrer par le réel, comme ils aiment bien, comme ils aiment bien le dire, que en fait, ce qu'on dit, ça marche, et que en fait, la gauche, elle est capable de changer la vie des gens. Je pense, c'est la première chose. Et en fait, la deuxième chose, et en fait, c'est la responsabilité que nos organisations ont aujourd'hui, c'est de soutenir les députés du nouveau Front populaire par la rue. Moi, je pense, en vrai, cet été, ça va être très compliqué. Je pense que déjà, tout le monde est très fatigué, etc., et que les syndicats n'auront pas forcément la volonté. Mais je pense que dès septembre, en fait, il faut qu'on se retrouve, qu'on discute,
que les différentes organisations syndicales, associatives, les partis politiques se voient et en fait voient comment on peut mettre la pression depuis la rue pour faire appliquer le programme. Et surtout, si on crée un mouvement social fort, ce qui n'est pas exclu, en fait, il y a combien de personnes qui ont arrêté d'être racistes dans le mouvement social? Il y a plein de gens, même qui pouvaient voter FN, RN, etc., qui, dans la lutte, ont vu en fait la réalité des choses, la réalité de ce qu'est l'État aujourd'hui, la réalité de la police, la réalité de l'extrême droite qui... Pardon ? Les gilets jaunes, non, juste, je te laisse finir. Les gilets jaunes, au-delà d'avoir combattu l'extrême droite, les gilets jaunes, pour ceux qui l'ont vécu, c'était un moment où tout le monde était d'accord pour dire on parle pas de ces sujets-là. L'identité, machin, on est tous gilets jaunes. C'est-à-dire, sur le terrain, on l'avait. Ça, c'est faux parce que moi, je me souviens très bien que, en fait, ça s'est joué sur les premiers actes. Et en fait, ça s'est joué sur des vraies batailles dans la rue entre notre camp social et politique et l'extrême droite. En réalité, heureusement, en fait, on a des militants formés et que sur en fait, le mouvement social, on connaît et qu'on arrive justement à parler aux gens dans ces conditions. Mais c'était quelque chose de pas sûr du tout au début. Ça s'est joué sur les 3-4 premiers actes où il y a eu des affrontements physiques avec des milices d'extrême droite. Et en réalité, si on perdait à ce moment-là, notre camp social aurait été totalement absent des gilets jaunes parce que si on perdait la bataille dans la rue, ça voulait dire que les milices d'extrême droite auraient attaqué chaque militant de gauche présent. Et en fait, c'est que c'était possible. Tu vois, moi, je te donne cet exemple-là pour montrer que c'était possible de les conquérir. Tu vois, c'est pas simplement des palabres. Sur les gilets jaunes, ça a réussi, quoi. Ouais, c'est possible. Et moi, je pense vraiment que c'est par le mouvement social, c'est en allant parlant aux gens dans ces moments-là qu'on réussit aussi à faire changer les choses. Rien que sur la question de la police, combien de personnes qui n'avaient jamais eu d'expérience avec la police qui disaient moi si on me contrôle, je me dis je m'arrête, je dis merci monsieur l'agent, etc. Je me comporte bien. En fait, ils ont vu la réalité de ce que c'est la répression policière. Ils ont vu ce que c'était la réalité d'être un arabe ou un noir en France. Et en allant manifester, tu vois. Et vraiment je pense vraiment qu'un mouvement social fort peut justement donner de la force au nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale pour appliquer le programme et aussi tirer d'autres gens à nous encore. Et de toute manière, on est en pleine dynamique. Comme elle l'a dit Zoé, on a fait un travail de fou. Ce travail-là, on va le continuer parce qu'en fait, il en va de notre survie et on va continuer à faire reculer l'extrême droite, on va continuer de progresser et on va continuer à faire en sorte que le bloc de gauche de rupture à la fin soit majoritaire dans ce pays. On va tout faire pour. Et je pense que franchement, si on regarde en arrière, d'où on partait, moi je me souviens rien qu'en 2015, tu regardes autour de toi, les organisations qui existaient, elles étaient au bord de la mort. Et aujourd'hui, on a une gauche de rupture qui est la première force politique de ce pays. Certes, une majorité relative, mais je pense vraiment à force de batailler à l'Assemblée nationale, dans la rue, dans les médias, à un moment donné, on va y arriver. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais vas-y, c'est vrai. Non, vas-y. Ouais, j'avais un truc par rapport à ce que tu disais, et je crois qu'on en avait déjà parlé, même c'est possible qu'on en ait déjà parlé en live, mais c'est cet aspect justement qu'il y a une bataille où dans les luttes, en fait, dans la politisation, dans la pratique, on a un changement aussi de notre vision de la réalité, tu vois. Et je crois que je t'avais dit ça, moi, par rapport à ma vision d'un groupe qui est l'Action française, tu vois. L'Action française, en fait, c'est un groupe qui, pour moi, quand j'étais plus jeune, que je connaissais moins, tu vois, j'avais l'impression que c'était une face un peu plus noble, tu vois, de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que l'Action française, il y a un côté, ils lisent des bouquins, un côté, tu vois, ils mettent en avant des trucs comme ça. Et quand tu te politises un peu, notamment dans la pratique, en fait, tu comprends que ces mecs-là, c'est quasiment les mêmes que les gars du GUD. Souvent, ils partagent des groupes, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont très violents. Je pense qu'il y a des gens qui se fourvoient aussi pareil sur le RN, tu vois, le RN, ils ont un peu maintenant l'image de Bardella un peu propre et tout. Et quand tu t'intéresses au truc réellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils votent, c'est-à-dire qui est-ce qui est dans le RN, là, on l'a vu, alors pendant la dernière semaine avant le deuxième tour, là, au moins, les journalistes ont fait à peu près leur taf sur certains trucs, tu vois, essayer de montrer un peu les candidats, même s'ils l'ont pas fait assez. Et c'est pareil, on a vu ce que c'était réellement, et je pense que on a un vrai combat à mener là-dessus.
et qu'en mettant les gens en mouvement, ils vont se rendre compte. Tu vois, c'est quand tu commences à t'y intéresser que tu vois le problème. Quand t'es de loin, que t'es d'extérieur, tu te dis, oh bah Bardella, il a dit qu'il est pas raciste. Tu sais, il y a plein de gens où c'est comme ça, tu sais, tu parles avec eux, mais tu peux pas débattre, ils ont pas les datas. Et ils écoutent Bardella qui dit, ah bah je suis pas raciste, je suis pour le pouvoir d'achat. Le mec il te dit, mais Bardella il est pas raciste, il veut faire augmenter le pouvoir d'achat, c'est tout ce qu'il veut faire, il dit juste que les immigrés ça coûte cher, tu vois. Pour eux c'est ça. Le RN, alors qu'en réalité, quand tu t'intéresses à ce parti, il est encore blindé de racistes à l'intérieur, mais de gens vraiment très très problématiques. Il a des liens très forts avec le GUD, avec plein de groupes qui sont des milices, des espèces de milices néofascistes, avec des gars négationnistes, avec des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que c'est dans la lutte et dans la pratique qu'on va imposer cette vision du monde-là, à faire comprendre aux gens ce que c'est que le Rassemblement national. Et, enfin, pas que le Rassemblement national, ce que c'est que l'extrême droite en France. Et notamment, pour le coup, oui, avoir la tribune de l'Assemblée nationale, ça va être génial pour faire ça, mais pas que, même dans la rue, dans les syndicats, il y a des trucs comme ça. Moi, je vois même les universités, tu vois, des fois font ça. Là, je voyais à l'entre-deux-tours, l'université vers chez moi, elle a un petit peu essayé de faire du bruit par rapport à ça. Alors, ça fait rager les droitards comme tout, mais je trouve ça assez normal, en fait, quand tu es attaché à l'esprit critique et à la science, d'essayer de mettre en avant que l'extrême droite, en fait, est contre ça, parce qu'elle veut... empêcher la recherche sur certains sujets, notamment les questions de sociologie, les questions de genre, les questions, je sais pas, de théorie antiraciste. Pour eux, c'est le wokisme, c'est voilà, enfin, ils veulent interdire tout un tas de pans des sciences. Donc, c'est important d'avoir un discours là-dessus. Mais bref, je pense qu'on a un travail à faire là-dessus au niveau militant pour justement retourner la vapeur et faire comprendre aux gens que leur vote, c'est pas juste ah bah non, mais Bardella, il est gentil, il est pas comme le grand-père, alors qu'en réalité, il n'y a pas tant de différence entre le RN d'aujourd'hui et le RN, le Front National des années 70-80, quoi. Et puis qu'il y avait une raison pour laquelle on parle de barrage républicain. Alors il a sauté là beaucoup entre la droite et l'extrême droite, mais en fait non, l'extrême droite n'est pas un positionnement politique comme les autres en fait. Enfin là on se retrouve dans des situations où on est obligé de le préciser. Mais en fait il y a des raisons pour lesquelles tout le monde, une grosse partie des gens hurlent si l'extrême droite arrive au pouvoir. Tu vois, tu parlais de mettre le nez des gens dans ce qui est concrètement l'extrême droite, dans ses militants, dans son histoire, dans son rapport au monde, etc. Mais moi, je pense que c'est aussi une des choses qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup là dans ces prochains mois et prochaines années, c'est visibiliser au maximum, relayer au maximum les luttes des gens qui jouent leur existence avec l'extrême droite au pouvoir. On parle des luttes antiracistes, bien sûr, il faut continuer. On parle des luttes féministes. Enfin, l'extrême droite pour les droits des femmes, c'est quand même un délire. Hein. Enfin, en termes d'accès à l'IVG, on sait très bien qu'ils ont des rapports aux politiques très natalistes, etc. La Pologne a beaucoup remis en question même l'accès à la contraception. Hein. Enfin, c'est des trucs qui changent la vie des gens profondément, mais le quotidien en fait. Et il y a des luttes dont on parle moins, et c'est dommage d'ailleurs, hein, les luttes antivalidistes, hein, par exemple, parce qu'il y a tout un enjeu aussi à parler d'antivalidisme en politique, et notamment nous qui portons un projet politique. Moi, à chaque fois, j'ai envie de détourner un peu cette notion de care là, qui est souvent un peu mal utilisée, etc., mais de dire que nous, on porte une société où on revendique le fait que nous prenons tous soin les uns des autres, tout le monde, et donc une société qui est inclusive, etc. Les militants antivalidistes, on les a pas beaucoup entendus pendant cette campagne, alors que honnêtement, ils étaient terrorisés à l'idée que l'extrême droite passe au pouvoir, mais ils ont raison. Enfin, l'extrême droite sur le handicap a un projet d'une brutalité sans nom, et on connaît l'histoire de l'extrême droite hein, dans le XXe siècle, dans les exterminations nazies ont commencé par les personnes handicapées, hein, et quand on tient même au-delà de ça, hein, tout le discours extrêmement brutal sur les assistés, les machins, les trucs, tout ce que ça veut dire de se mettre à trier les gens et à considérer qu'il y a vraiment des vies qui ne valent pas la peine, qui n'apportent rien aux autres, qui n'auraient pas le droit d'être à tel endroit parce que ils ont telle couleur de peau, etc. Rappelons ça, rappelons la violence du projet politique de l'extrême droite, rappelons à quel point c'est pas des sujets théoriques là dont on parle, c'est la vie des gens, c'est la vie de plein de gens. Faisons parler ces gens qui jouent leur vie. Allons vraiment sur du concret et sur le terrain. Il y a énormément de boulot à faire. Je reviens juste très vite fait là sur les gens qui trouvent que c'est pas bien de vouloir flexer sur le score qu'on a fait aux législatives, etc. Mais en fait,
faut vraiment comprendre que quand on flexe sur ce truc-là, c'est pas pour dire c'est bon les copains, on a gagné, on rentre à la maison. C'est justement pour se donner du courage. C'est pour se donner du courage de continuer. Et évidemment que c'est qu'une étape. Et évidemment, jamais aucune transformation de gauche n'a eu lieu sans un profond mouvement social, comme le disait Jem juste avant, quoi. Donc c'est des étapes. Il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on s'unisse les uns avec les autres. Il faut qu'on... tout le monde, les médias l'ont vécu très violemment, etc. Mais nous, à gauche, désolé, on a besoin de faire le tri. Parce qu'en fait, se traîner des François Hollande et des Glucksmann pour mettre en place un projet politique de transformation sociale de gauche, c'est des putains de boulets, d'accord ? C'est des gens qui ont un projet politique qui n'est pas le nôtre, d'accord ? Là, on a fait nouveau Front Populaire, on a été obligé, la FI a beaucoup lâché, a lâché énormément de circonscriptions, ils sont quand même en tête du nouveau Front Populaire. Bah bien sûr, ils sont en tête à gauche alors qu'ils ont lâché 100 circos par rapport à ce qu'ils avaient en 2022. Ce qui m'amuse, c'est que Glucksmann, quand il a fait 14%, il a dit « Je suis en tête, maintenant, on applique mes règles ». La FI, elle a pas fait ça. Alors que la FI, on les traite de staliniens, machin et tout. Alors que là, Bompard, il pourrait faire pareil. Il dit « Nous sommes en tête à gauche, maintenant c'est ça, ça, ça et tout ». Tu vois, mais il fait pas ça. Exactement. Et moi, j'espère que cette dynamique va continuer parce que vraiment, là, on est dans une période de clarification à gauche. Chris l'a montré avec tous ces graphiques. Nous, on n'a pas terminé notre mue de bloc de gauche. On est encore dans un truc assez mouvant. Mais en ascension. Ouais, c'est ça. La réalité, c'est que jamais on ne pourra faire rêver les gens, mobiliser des masses sur un projet social libéral nul à la Glucksmann. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. En fait, il y a quoi ? Il y a 2% de la population que ça fait kiffer, ces trucs-là. Le reste des gens, il y en a une partie qui vote pour lui en se disant « Ah, ils ont dit que les autres étaient méchants, donc peut-être qu'on va pas voter pour les méchants, on va voter pour Glucksmann. » Et puis, il y a plein de gens qui se disent « Mais c'est quoi ce type, en fait ?» Enfin, je veux dire, personne qui a envie de se mobiliser dans la ferveur de la rue pour Raphaël Glucksmann, en fait. Enfin, justement, redescendez à un moment, quoi. Petite précision, je vais pas remettre les graphiques, mais on a parlé tout à l'heure quand ça s'inverse. Ça s'inverse pas parce qu'il y en a un qui lâche l'affaire ou quoi que ce soit. Ça s'inverse parce qu'il y a une lutte. Il y a une inversion justement des idées d'extrême droite du corpus d'extrême droite avec le corpus de droite au sein du bloc de droite. C'est 2017 quand au coude à coude il y a Fillon qui était déjà devenu très à droite et Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est un affrontement politique qui est nécessaire à ça. Ils se rapprochent et ils se croisent. C'est exactement ce qu'il nous faut. Quand les gens disent il faut tous s'unir et puis il faut faire un bloc et puis ceux qui sont trop clivants on les met de côté et puis les propositions qui sont trop radicales on les met de côté puis comme ça on est tous contents. Puis en fait on a tout édulcoré. Tu vois, non ça c'est trop sucré, non ça c'est trop salé, non ça c'est trop piquant. Là, ça c'est trop amer. Bah, au final, il y a plus de goût, quoi. Voilà. Bah, ça, c'est la bêtise de la. C'est la vision de Bad Mulch. Voilà. Donc, du coup, c'est la stratégie de faire un bloc en étant le plus lisse possible. Voilà. Donc, ça, c'est idiot. Ce qu'il nous faudra pour gagner à la fin, c'est exactement comme Fillon-Le Pen, c'est-à-dire avoir un affrontement. Et vous avez vu, je sais pas, il y a eu des sondages qui sont passés là. Oui, on les a vus, ils font kiffer les sondages qui mettent Mélenchon à 17, alors qu'on prend 15 points à chaque campagne. Mélenchon à 17 avec tous les autres tout pourris, voilà. Mélenchon part à 8 à chaque fois. Et regardez, et sauf qu'il y en a un, Mélenchon à 15 avec Glucksmann au même niveau. Mais ça, c'est la consigne. Qu'on aille se battre, que le peuple de gauche choisisse entre la rupture ou le passé, mais je sais très bien ce qui va en ressortir. Et là, on ira affronter à la fin l'extrême droite. Ouais, après, quand on parle d'affrontement, bien sûr, il y a les appareils de parti, mais sur les bases, alors moi, sur ces émissions de la Brèche, j'ai un peu cassé du sucre sur le dos des dirigeants du PCF et des dirigeants des Verts. Je vous laisse regarder, j'ai des bonnes raisons, c'est pas juste parce que je suis de mauvaise humeur, j'ai des désaccords aussi bien idéologiques que stratégiques avec certaines de leurs positions. Mais je fais largement le distinguo aussi avec les bases. Enfin, moi, on parlait du PC. Vous avez parlé un peu des Roussel X, j'imagine. Je sais pas, j'étais pas là, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux camarades du PCF. Enfin, moi, j'en connais plein. Je pense qu'ici, on est plein à en connaître, à lutter avec eux. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est pas parce que Roussel va, j'espère, retourner là où est sa place dans l'histoire politique.
Roussel, 1 PB. Bah ouais, Roussel, 1 PB, tu vois. Roussel, 1 PB, Glucksmann, 1 PB, hein, voilà mon avis. Mais Glucksmann, il a raison, hein, Chris. Hein. Il faut qu'il y ait un pôle. Gabriel Attal, Glucksmann, tu vois, une espèce de pôle de centre-gauche pourri. Au premier tour de se fighter avec Jean-Luc. 17%, Jean-Luc 24%, et Attal qui doit choisir, ou Glucksmann qui doit choisir entre Jean-Luc et Bardella, et qui dit j'appelle à voter Jean-Luc Mélenchon, tu vois, c'est ça. Et moi, je pense l'union totale est défensive. C'est Deschamps, vous allez voir. C'est la stratégie de Deschamps. Alors, je mets plein de milieux, je mets que des milieux de défenseurs. Ça marche pour défendre, mais pour gagner à un moment donné, il faut attaquer. Et là, il faut qu'on ait cet affrontement là. Et aussi, j'ai envie de dire une chose. En vrai, on peut pas demander à la France insoumise, notamment à Mélenchon, d'être solide à chaque fois sur les questions sociales et les questions antiracistes, et les lâcher dans ces moments-là. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut évincer Mélenchon, en fait, ce qu'on souhaite, c'est évincer cette ligne-là à la vie, celle qui trahira pas, celle qui sera solide sur les questions sociales, qui veut changer la vie des gens, qui va pas rechigner à des manifestations contre l'islamophobie, qui n'ont pas football, qui n'ont pas mangé des crêpes à Liège, des gaufres à Liège le jour d'une manifestation contre l'islamophobie. Et vraiment, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que on peut pas demander une solidité. Pas à Strasbourg pour manifester avec l'extrême droite quand il y a eu Gaza, etc. Ouais. Et comme dit, on peut pas demander à Mélenchon, à Bompard, etc. d'être solides et de les lâcher en fait pour être consensuels, parce que si on les lâche eux, si on lâche cette partie de la France insoumise, en fait, on va retourner dans une gauche molle, en fait, qui a amené cette situation-là. Et puis même plus largement, en réalité, on a déjà essayé cette gauche un peu molle, un peu qui refuse de dire les choses, qui refuse d'être de gauche en fait. Et même dans le syndicalisme, en réalité, pendant ces 20 dernières années, le syndicalisme, en réalité, ça a été extrêmement mollasson. C'était sur des lignes assez faiblardes. Et en réalité, le syndicalisme a reculé. Et là, on voit qu'en fait, la période n'est plus à ça, qu'on est dans une période qui est différente, qu'on est dans une période en fait qui veut de la clarté et qui surtout veut aller dans une direction où on dit clairement les choses. Et même dans le syndicalisme, on l'a vu. Effectivement, Sophie Binet, en fait, c'est un consensus entre différentes lignes au sein de la CGT, mais on sent déjà qu'en fait, il y a un engouement différent autour de la CGT désormais, parce que Sophie Binet, elle est beaucoup plus claire que Martinez. Oui. Et je pense que là, c'est pareil. Et moi, j'appelle vraiment les gens à avoir conscience de ça. Effectivement, parfois on peut se dire si on jette Mélenchon, en fait, il y a des gens qu'on pourra tirer vers nous, mais sur le long terme, en fait, on se tire une balle dans le pied. Ouais, clairement. Et Sandrine Rousseau, elle l'a dit très bien. Elle a dit si demain c'est pas Jean-Luc Mélenchon le problème, ce sera elle le problème. Et si demain Sandrine Rousseau elle saute, et ben ensuite ce sera Clémence Guettet. Et jusqu'à Roussel. Jusqu'à Faure, jusqu'à Faure et Roussel. Tous ceux qui tiennent la ligne. Oui, ils vont se rappeler que Roussel était communiste. Mais de toute façon, ça s'est passé, tu vois, quand Léon Desfontaines il a commencé à rentrer dans Bardella, c'est exactement ce qu'a dit Bardella. Il a dit mais vous êtes communiste. Bah ouais mec, si t'es communiste, tu peux pas commencer à aller essayer de marcher sur les plates-bandes de Bardella pour récupérer ses électeurs, ça ne marchera pas parce que t'es communiste, tu vois. Et les mecs, ils sont dans une idée de il y en a pas assez pour tout le monde, il faut baisser les allocs des Arabes et des Noirs parce qu'il y en a pas assez, tu vois, c'est pas l'idée communiste, tu vois. Et puis c'est des gens qui sont nés, l'extrême droite, qui sont nés dans l'anticommunisme en fait, tu vois, donc c'est vraiment rien comprendre. Bon, on va peut-être aller regarder le match, si ça vous dit, là on est à 20h56, est-ce que quelqu'un a un mot de la fin ? Ouais, maintenant que la gauche est majoritaire, on peut gagner l'euro. Avant, j'étais un peu dubitatif avec les déclarations d'Mbappé. Maintenant qu'on est majoritaire et qu'on va peut-être gouverner le pays, il nous faut ça aussi, une victoire à l'euro. Et puis voilà. Hein. Et ben, moi, allez les Bleus. Je suis d'accord avec Chem. Et comme on a réussi à repousser l'extrême droite avec une stratégie pas satisfaisante, pas offensive, défensive, mais on est quand même content, on flex. Là, c'est pareil, on va marquer 2 buts en tout, 1-0 là,
contre l'Espagne, j'annonce, et 1-0 en finale contre les Anglais. Mais c'est pas grave, on sera quand même content parce qu'on aura gagné, quoi. Let's go. Bon, merci à tous. Abonnez-vous à tous les réseaux, notamment les réseaux de la Jeune Garde. J'ai du mal à trouver. C'est jeune-garde sur Twitter. Je crois que vous êtes un petit peu. Abonnez-vous. En vrai, abonnez-vous surtout au compte Instagram de la Jeune Garde. On est présent sur différentes villes: Strasbourg, Montpellier, Aix-Marseille, Lyon, Lille, Paris. Rejoignez la Jeune Garde. Et rejoignez la Jeune Garde. Ouais, structurez-vous, allez dans les collectifs militants là, et bravo la Jeune Garde qui a chopé un député, putain, vous êtes trop fort, bravo la Jeune Garde. Ouais, et la puis Jeune Garde à l'Assemblée, bordel. Chaque année l'été, ils organisent un espèce de truc, la Jeune Garde, où il y en a un tiré au sort, il va être fiché S. Donc ça peut être vous si vous avez un petit peu de chance. C'est une tombola un peu. C'est ça. Qui veut s'affiche. Bon, sur ce, allez donnez sur le Tipeee, allez vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, au Twitter de Position, allez voir sur le site de Position les graphiques et au Twitter de Zoé, donc Zoé-. Et sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde, salut. Ciao, à la prochaine.